On est déjà à la mi-septembre 2025 et en cette rentrée, très chargée, l'actualité immobilière, contient aussi de nombreuses informations et données que je vais vous partager tout de suite, comme chaque mois sur immobilierdanger.com ou sur la nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée cette année. Donc je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez profiter de l'article et voir un petit peu, notamment les différents graphiques et tableaux que je peux vous proposer ce mois-ci. Donc sujet, on va parler des taux qui sont stables, mais qui sont sous la menace d'une risque de hausse dans les semaines à venir, de la production de crédit immobilier qui se reprend, du nouveau zonage ABC qui concerne 450 communes et qui va permettre d'avoir notamment des dispositifs d'aide plus importants. On va parler aussi des prix immobiliers qui ont baissé au deuxième trimestre 2025, de la chute des ventes de logements neufs qui n'en finit plus. On pensait avoir atteint un point bas, c'est pas le cas. Et enfin, nous allons nous interroger sur l'avenir du statut du bailleur privé avec la chute du gouvernement, encore une fois, du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Donc pour commencer, on va reprendre, comme tous les mois, le petit point sur les taux de crédit immobilier. Donc on a vu au début du mois que les taux étaient stables. Et par contre, ils étaient sous la menace à cause notamment des conditions, des instabilités politiques et des menaces au niveau de la dette de la France, que les taux obligataires n'arrêtaient pas d'augmenter. C'est encore le cas, ils ont été pas mal secoués avec la démission du Premier ministre. Et on se retrouve aujourd'hui avec des taux qui ont été stables entre mars et août, environ 3,08%. Et si on commence à regarder dans les détails, on peut voir que malgré ce taux moyen stable, si on reprend les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement qui ont été diffusés au début du mois, on peut voir qu'en août, les taux moyens est stable, 3,08 contre 3,09 au mois de mars, 3,07 au mois d'avril. Sur les 15 ans, on est d'accord, on est à peu près dans les mêmes taux, 3,01% contre 3%. En revanche, sur 20 ans, on a plus 7 points de base. Sur 25 ans, plus 6 points de base. C'est quand même les durées 20-25 ans, c'est la majorité des prêts immobiliers en France. On le répète assez régulièrement. C'est les durées qui sont le plus choisies par les emprunteurs. Pas par souhait de payer longtemps, non, tout simplement parce que les prix sont trop élevés et que pour avoir un budget suffisant pour acheter les biens qui les intéressent, les Français sont obligés d'emprunter sur de longues durées. Donc, je vous invite à regarder notre vidéo sur les taux immobiliers en septembre 2025 ou à aller consulter l'article sur le site pour en savoir plus sur les menaces qui pèsent sur le crédit immobilier, comment faire pour quand même trouver des astuces pour financer ces projets en ce moment. Il y a quand même encore des solutions, que ce soit avec le prêt à taux zéro, avec le prêt patronal, avec les différentes aides et les différentes solutions spécifiques qui sont mises en place par les banques, que ce soit pour les primo-accédants, que ce soit pour les biens qui ont besoin d'une rénovation énergétique, ou au contraire ceux qui sont déjà très performants au niveau du DPE. Les logements A, B, C vont avoir potentiellement des offres de taux plus bas que les biens immobiliers en D, E, voire les passoires thermiques en F ou G. Donc pour ça, je vous invite à revoir les dernières vidéos qui ont été publiées sur la chaîne. Vous aurez accès à toutes ces informations. Autre chiffre qu'on a pu voir, c'est ce début de mois, sur la production de crédit immobilier. Donc la Banque de France publie chaque mois les crédits aux particuliers, des statistiques sur les crédits aux particuliers. Et dans la production de crédit à l'habitat, on peut voir qu'on a atteint 14,9 milliards d'euros sur le dernier mois relevé. Et ça correspond à des chiffres qu'on n'avait pas vus aussi haut depuis janvier 2023. On peut voir que le plus gros de la baisse est passé. La production reprend assez lentement. Si on reprend la période assez large entre 2015 et 2022, on reste sur les niveaux les plus bas. Donc autant dire, au niveau des banques, au niveau des courtiers, l'activité, elle est quand même très ralentie encore. Mais c'est déjà mieux qu'il y a un an ou deux. Maintenant, on peut se poser la question. Aujourd'hui, le marché commence à un petit peu mieux se porter. C'est un peu moins la crise. Mais on vient d'évoquer les risques de hausse de taux dans les semaines à venir.
Alors si c'est quelques petits points de base, 10, 20 points de base, ça va pas énormément changer le marché, ça va pas l'impacter. Par contre, si les taux de crédit immobilier venaient augmenter plus fortement, là par contre, ça va encore se durcir. Donc autre graphique qui vient d'une autre source, qui vient de l'Observatoire Crédit Logement, qui nous montre également la remontée du nombre de prêts immobiliers accordés sur 12 mois glissants, donc ce qui permet sur un an d'enlever la saisonnalité, les effets de saisonnalité. On peut voir effectivement qu'on est remonté par rapport à la chute qu'on a vue en 2024, mais que par rapport à toutes les années précédentes, on reste très bas. Et autre chiffre qui nous viennent de la Banque de France, la variation de l'encours de crédit habitat. Qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, elle est un coup positif, un coup négatif. Ça veut dire qu'elle est plus ou moins stable, chose qui n'était pas du tout le cas avant la remontée des taux. Qu'est-ce qui se passe chaque mois? Chaque mois, il y a des nouveaux emprunteurs qui vont faire des achats immobiliers, qui vont emprunter par exemple 200 000 euros pour acheter un appartement. Ça crée une dette de 200 000 euros. Et chaque mois, il y a aussi tous ceux qui possèdent un prêt immobilier en cours de remboursement qui vont payer leur mensualité. Et dans cette mensualité, il y a les intérêts du prêt et également le remboursement d'une partie du capital. Et si vous prenez ces nouveaux crédits et tous les remboursements de capital qui ont été faits ce mois-ci, on arrive plus ou moins à l'équilibre. Donc la dette immobilière des Français, elle est plus ou moins stable. Elle avait pas mal baissé fin 2023 et en 2024. Elle commence à remonter début 2025. Et on voit que là, sur ces derniers mois, c'est plus hésitant. Autre nouvelle importante pour ce qui concerne le financement d'un projet d'achat immobilier, on a les communes. Toutes les communes en France sont classées soit en A bis, c'est vraiment les communes où il y a vraiment des grosses tensions sur les logements. On va citer Paris en exemple. C'est la zone la plus tendue où il y a beaucoup de demandes de logement et très peu d'offres. Donc il y a des zones A bis, et après progressivement, on va diminuer en intensité sur la tension. On a ensuite la zone A, la zone B1. Donc ça, ces trois premières zones, c'est ce qu'on appelle la zone tendue pour logement. Ça va permettre d'avoir un prêt à vie réduit en location. Ça va permettre d'avoir un prêt à taux zéro pour financer un achat de logement neuf dans ces communes, etc. Toutes les aides, tous les dispositifs d'aide à l'achat immobilier et même certaines contraintes pour la location vont dépendre de cette notation ABC. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? La ministre, comme assez régulièrement, elle a étudié au cas par cas avec tous les préfets les besoins réels en logement, les tensions qui existent dans chaque commune. Et après, il en est ressorti que 450 communes ont vu un changement de zonage. Donc pour la plupart, c'est une amélioration du zonage, c'est-à-dire que les personnes qui habitent dans ces secteurs vont pouvoir bénéficier de plus d'aides pour le prêt à taux zéro. Par exemple, on a plus de 225 communes qui sont devenues nouvellement éligibles au logement locatif intermédiaire. Et du coup, ça essaye de débloquer un petit peu, secteur par secteur, quelques, quelques briques qui vont aider à améliorer les conditions de logement. Enfin, à cette occasion, la ministre a rappelé que, après avoir enregistré 45 000 prêts à taux zéro en 2024, les chiffres actuels et les tendances montrent qu'on devrait être à peu près à 75 000 prêts à taux zéro, donc c'était une bonne amélioration de ces chiffres. On peut voir que le prêt à taux zéro a beaucoup plus d'intérêt. Donc pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez sur le site immobilierdanger.com toutes les informations, aussi bien sur les critères pour bénéficier du prêt à taux zéro. On vous explique le fonctionnement des zones et vous trouverez également une calculette qui vous permet d'estimer si vous avez le droit au prêt à taux zéro pour votre projet, et si oui, de quel montant. On en profite aussi pour compléter toutes ces informations sur le financement d'un achat immobilier, avec quelques informations sur les crédits à la consommation. Donc on peut voir dans ces chiffres également fournis par la Banque de France que contrairement au crédit immobilier où l'encours était plus ou moins stable, après une phase de baisse, on a une phase croissante d'augmentation, assez lente, 4% en moyenne par an de taux de croissance. Et on peut voir principalement que ce ne sont pas les prêts personnels qui permettent de tirer cette croissance de crédit à la consommation. La consommation de prêts personnels, elle est stable. Elle est vraiment stable, on a une croissance qui est nulle.
Et en revanche, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont les crédits bail qui augmentent. Donc, par exemple, quand vous faites un leasing sur une voiture avec option d'achat, on peut voir qu'il y a il y a une nette augmentation qui est de l'ordre de pas loin de 20% en 2025, donc qui est loin d'être négligeable. Et pourtant, on peut voir que les taux des crédits à la consommation, ils ont tendance à augmenter malgré tout ces dernières années. Notamment, on peut voir sur ce graphique les taux de crédit renouvelable. Alors, sur la courbe grise, on a sur l'ensemble des distributeurs de prêts, et on peut voir une assez nette distinction entre les canaux bancaires, toutes les grandes banques traditionnelles françaises, et les établissements spécialisés qui vont fournir des crédits renouvelables principalement à des personnes qui ne sont pas éligibles dans les banques. Donc, si ça vous intéresse, que vous avez des projets en cours et que vous avez besoin d'un financement de ce côté-là, je vous invite à aller consulter la page que je mets à jour régulièrement sur les taux de prêt à la consommation actuels, et également à faire des simulations pour ne pas hésiter à mettre en concurrence quand vous avez une proposition pour un prêt, d'aller chercher s'il n'y a pas possibilité d'avoir des meilleurs taux, des meilleures conditions de remboursement, afin de baisser le coût de votre projet. Autre information assez importante, l'INSEE a publié dans ces derniers jours-là les statistiques sur le deuxième trimestre 2025 sur les logements anciens en France. Donc on peut voir, on avait eu une phase de baisse en 2023 et début 2024. Sur le dernier trimestre 2024, on avait vu une très légère hausse de 0,1%. On va dire c'est rien, les prix commençaient à se stabiliser. Premier trimestre 2025, en revanche, on voit une augmentation sur le trimestre de plus de 1%, 1,1% dans l'ensemble. On est à 1% sur les appartements, 1,2% sur les maisons. Excusez-moi. Patatras, non, on n'est pas reparti sur une explosion des prix. Qu'est-ce qui se passe au deuxième trimestre 2025? On peut voir que les taux, ils ont arrêté de baisser. Forcément, le marché qui se cherche un petit peu au niveau d'un équilibre entre les taux qui baissent mais pas suffisamment et les prix qui ont baissé mais pas non plus suffisamment, on retombe sur une nouvelle baisse de prix de 0,6%. Donc si on regarde avec un peu plus de recul, au lieu de prendre sur des variations sur 3 mois, on va prendre des variations sur une année complète. On peut voir qu'on a des taux qui sont quasiment, des prix pardon, qui sont quasiment stables à plus 0,3% sur une année. Donc oui, les prix de l'immobilier en France ont arrêté de baisser. Ils augmentent très légèrement, mais surtout ils augmentent beaucoup moins que l'inflation. L'inflation, elle reste quand même de 1% en ce moment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, les prix, la valeur des logements, elle continue de diminuer par rapport à si on était en euros constants, s'il n'y avait pas la prise en compte de l'inflation dans la valeur de chaque euro. C'est bien pour ça qu'il faut faire très attention quand on voit ce type de graphique. Donc l'INSEE publie depuis des années l'indice des prix des logements. Donc on a l'impression que les prix de l'immobilier font que de monter. De temps en temps, il y a une petite baisse d'un an ou deux, et hop, ça remonte. Sauf en parallèle, pendant ce temps-là, il y a aussi l'inflation qui augmente. On a pu voir notamment en 2022, 2023 qu'il y a eu des fortes inflations de plus 5, plus 6%, qu'on n'a pas retrouvé dans les prix. Au contraire, les courbes se sont croisées à ce moment-là. Ça fait quelques années que je me dis que ça serait quand même plus intéressant, en plus de ces indices des prix qui sont basés sur une base 100 d'il y a 25 ans en arrière, d'avoir l'évolution hors inflation. Réellement savoir, est-ce que l'immobilier monte plus vite que l'inflation, ou est-ce qu'elle monte un peu moins vite que l'inflation? Est-ce qu'elle baisse beaucoup plus fortement que l'inflation? Aujourd'hui, c'est difficile de le savoir. Moi, je me suis amusé à faire quelques calculs. J'ai repris des recherches. Si on prend par exemple le pic qu'on avait eu en 2011 sur les prix, on a une inflation cumulée depuis cette période de 27,3%. Or, on prend les chiffres sur l'Île-de-France, que ce soit pour les maisons ou les appartements, au lieu d'être à 105, un indice de 105, on a un indice de 115. Donc autant vous dire, on n'y est pas du tout. On est très largement en dessous. La courbe qui se rapproche un peu plus de l'inflation, c'est sur les prix des appartements en province. Mais d'après mes calculs, on est toujours quand même 4,2% moins haut
Donc ça veut dire qu'en 2025, les prix ont moins augmenté entre 2011 et 2025 que l'inflation. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté un logement en 2011, qui le conservent toujours aujourd'hui, ils voient la valeur de leur bien qui est plus basse. Voilà, ils ont perdu du pouvoir d'achat par rapport à ce qu'ils avaient en 2011. Donc je vous invite, quand vous voyez des courbes de prix comme ça, à bien faire attention à l'interprétation qu'on peut en faire. Non, l'immobilier ne fait pas qu'augmenter tous les ans et un achat immobilier n'est pas toujours gagnant. D'où le titre de mon site Immobilier Danger. Un achat immobilier, notamment sa résidence principale, ça reste un acte sécurisant sur le long terme, mais on n'est pas gagnant à tous les coups et il s'agit de faire les choses correctement pour optimiser chaque élément de son achat. Et surtout de le garder suffisamment longtemps pour que ça devienne rentable. Ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo que je vous prépare sur comment faire une vraie simulation achat ou location. Enfin, comme toujours, l'INSEE nous propose aussi un suivi de l'évolution du nombre de transactions sur 12 mois glissants. Donc, ce qui permet un peu de confirmer la tendance qu'on a vue sur la production de crédit immobilier, c'est-à-dire qu'on voit un rebond des ventes de logements, mais qui reste assez bas par rapport à la tendance sur les 20-25 dernières années. Et surtout, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais je vous invite à aller cliquer sur le lien que j'ai mis sous le graphique et à aller comprendre pourquoi ces chiffres, qui sont déjà faibles, sont en réalité encore plus faibles qu'ils ne paraissent. Parce que, entre-temps, le nombre de logements en France et le nombre de ménages en France a augmenté un peu chaque année. Et du coup, ce qui fait que quand on compare, par exemple, à la période au début des années 2000, entre 2000 et 2008, on a l'impression qu'on est légèrement au-dessus, donc finalement, on n'est pas si mal que ça, le marché n'est pas si en crise que ça. Mais en fait, on peut vite se rendre compte qu'on est beaucoup plus bas que au niveau, si on prend ce qu'on appelle le taux de rotation du parc de logements, c'est-à-dire si vous avez tous les ans 2% des logements en France qui sont vendus, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes chiffres en 2025 qu'en 2005. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup plus le parc de logements est beaucoup plus grand, donc au niveau des ratios, on n'y est pas du tout. Donc je vous invite à faire ce petit exercice et à aller voir un peu plus. Enfin, je vous rappelle que là, on voit les évolutions de prix immobiliers sur une tendance générale sur l'ensemble de la France. Ça inclut aussi bien Paris, les grandes métropoles, toutes les zones de province, les zones côtières, les zones de montagne. C'est quand même des marchés très hétérogènes. Il peut y avoir des fortes variations. Donc, si vous avez des projets, que ce soit pour de la vente ou pour de l'achat, je vous invite à aller faire des estimations beaucoup plus précises d'un bien spécifique sur un secteur donné, grâce notamment à notre moteur d'estimation qui est proposé sur le site. Autres chiffres qui ont été communiqués là, ces derniers jours, en septembre 2025, on a la Fédération des promoteurs immobiliers, la FPI, qui a communiqué aussi plusieurs chiffres sur la situation actuelle en France. Donc, première des choses, on s'en doutait, mais peut-être pas à ce point-là, c'est que sans la loi Pinel, aucun investisseur privé n'a envie d'investir dans un logement neuf pour le mettre à la location. On était à 15 000 unités, quand il y avait 15 000 unités par trimestre de logements neufs vendus pour faire de l'investissement locatif. Aujourd'hui, au premier trimestre 2025 et au deuxième trimestre 2025, on est à moins de 2500 logements qui sont vendus. Ça fait moins 85% de vente de logements neufs à des investisseurs. Donc, autant dire que les investisseurs, ils ont privilégié des achats dans l'ancien ou ne plus investir du tout pour le moment. Et en tout cas, la carotte de la défiscalisation, on voit que quand elle n'est pas là, les investisseurs se détournent des biens neufs. Ça peut se comprendre assez rapidement quand on fait des calculs de rentabilité. Un investisseur, qu'est-ce qu'il va regarder? La première chose qu'il va faire, c'est calculer le rendement entre le prix du bien qu'il achète, les loyers qu'il peut soutirer de son investissement. Si on enlève l'aide fiscale qui permettait de diminuer le prix d'achat du logement de 15-20%, forcément, la rentabilité, elle est beaucoup plus basse que sur un logement ancien.
Donc aujourd'hui, on a eu beaucoup les investisseurs qui continuent de faire des projets, le font beaucoup plus sur le marché de l'ancien que sur le marché du neuf. C'est une partie des raisons qui expliquent pourquoi les réservations de logements neufs continuent de baisser. Pensez qu'en 2023 et 2024, on avait atteint, vraiment le creux qui était quasiment divisé par 2 par rapport aux années précédentes. Et on se rend compte que finalement, il y a eu encore une baisse de 10 10,3 exactement, des réservations de logements sur 6 mois. Après, un autre graphique qui montre que ça paraît tout à fait logique, c'est que les taux sont restés hauts, ils sont passés de 1 à 4 alors certes, ils sont redescendus vers 3-3,5 mais ils restent quand même élevés. Donc la capacité d'achat des ménages ont chuté. Les aides fiscales, comme la loi Pinel, ont été supprimées. Elles ont d'abord été rabotées et après elles ont été supprimées. Au final, le coût réel pour acheter un logement neuf, il a explosé. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Les ventes chutent, par contre les prix, ils n'ont pas bougé. Ils sont même en légère augmentation. On peut voir en 2025, on est sur le T2, on est à 5 189 €, on était à 5 207 € en prix moyen du mètre carré, donc on reste à plus de 5 000 €. C'est pas ça qui va relancer le marché. Donc oui, il y a des contraintes pour les prix du neuf, il y a des contraintes sur la disponibilité de terrains constructibles, et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'équation, il y a un gros gap entre ce que peuvent payer les acheteurs et les prix que demandent les promoteurs. Et aujourd'hui, comment faire pour relier les deux? On verra si le nouveau gouvernement a la clé. Justement, en parlant de nouveau gouvernement, j'attendais particulièrement, et comme beaucoup d'investisseurs immobiliers, de savoir les contours du statut du bailleur privé, savoir si réellement il y allait avoir de nouvelles incitations à l'investissement locatif en France. Et la démission du Premier ministre et la nomination d'un nouveau gouvernement va potentiellement, au mieux décaler la sortie d'un statut de bailleur privé bien cadré et adapté pour relancer un peu les investissements aussi bien sur le neuf que sur l'ancien. Et dans le pire des cas, c'est encore un projet qui peut passer aux oubliettes. Donc ça sera à suivre très attentivement. On verra dans les prochaines semaines, et quand le projet de loi de finances de 2026 va être proposé, s'il y a des améliorations qui sont toujours prévues pour stimuler l'investissement dans l'immobilier en France ou pas. Je vous invite, pour ne pas louper d'informations, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à liker les vidéos et à mettre un commentaire pour m'encourager, et vous continuer à vous proposer de plus en plus d'informations sur le marché immobilier en France. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.